Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de ma vidéo rangement de bibliothèque. J'ai été obligée de couper en plusieurs parties car je parle beaucoup trop. J'en ai marre de moi. Je vais essayer d'éviter de passer 1000 ans sur chaque livre, sinon mon déménagement il va pas se faire là. Je suis censée déménager dans 4 jours. Il est grand temps que je range tout ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est mon étagère avec mes sagas favorites. En même temps, j'ai toutes les sagas que j'ai, c'est mes sagas préférées. Parce que moi, quand j'achète un livre, c'est que vraiment je l'aime. Si j'aime pas le livre, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas non plus de nombreuses bibliothèques. C'est parce que, voilà, si j'aime pas un livre, bah, je m'en débarrasse. Donc là, en gros, les sagas que vous allez voir, c'est des sagas que j'aime énormément. Déjà, je vous présente cette Funko de Jon Snow qui garde A Song of Ice and Fire, le trône de fer en français. J'ai les 5 tomes du trône de fer, donc pour l'instant il y en a 5 de sortie. On attend que Georges sorte le 6ème. Merci. Donc voilà mes bébés, mes trésors, la prunelle de mes yeux, c'est ma saga préférée. Et au-delà de ça, ça fait partie de mes livres préférés. Et ces livres ont changé ma vie, donc bah ça je les garde, c'est même pas la peine d'hésiter. Et là du coup ce sont les 5 tomes en anglais parce que la traduction française est pas bien du tout et ça se lit très bien, je trouve, George R. Martin en anglais. Alors après, il faut quand même avoir un minimum de niveau, je pense, mais franchement, je m'attendais à pire. Et c'est grâce à ces livres que maintenant je lis très facilement en anglais. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à les lire, j'avais déjà lu genre John Green, des trucs comme ça, mais j'avais pas non plus lu énormément de livres en anglais. Je me suis lancée là-dedans. Et ben du coup maintenant je peux lire beaucoup de choses en anglais parce que ça m'a pas mal entraîné. Là on a un livre, inutile de le présenter, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors je l'ai toujours pas lu. En fait ça fait plusieurs années que je me dis que dès que je finis mes études, c'est le premier livre dans lequel je me lance. Parce que ça me donne envie depuis très longtemps et encore plus depuis que j'ai lu Le Trône de Fer parce que George R. Martin s'inspire énormément de Tolkien. Et aussi je suis une fan inconditionnelle des films, donc je veux lire Le Seigneur des Anneaux vraiment depuis des années. Je pense que c'est le livre qui est dans ma palle depuis le plus longtemps, le plus de temps. Je n'arrive plus à parler français là, de toute façon ça fait plusieurs vidéos où je parle plus français, hein. C'est la fin des études. Et là j'ai le livre en français, je compte les lire en français parce que j'ai peur que la langue anglaise de Tolkien soit un peu complexe pour moi. J'arrive pas trop à situer mon niveau d'anglais, mais Tolkien, je préfère le lire au début en français et après une fois que je l'ai lu en français et que j'en ai envie, je le lirai peut-être en anglais. Donc voilà, je garde ce gros bébé qui va peser pas mal lourd dans le sac cabas du déménagement. Là, j'ai posé The Invisible Life of Addie LaRue parce que comme je savais que je déménageais, en fait, je posais un peu mes livres comme ça. Là, du coup, voilà, je l'avais un peu posé comme ça sans réfléchir parce que je savais que j'allais bientôt le bouger. Ce livre, ça a été ma première lecture de 2021 et ça a été une super bonne lecture. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog que je vous mets dans le petit i, je pense qu'il est là. Il sera peut-être là, je ne sais pas. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mon vlog et en plus je compte faire un update lecture où j'en parlerai. Donc voilà, ça sert à rien de m'apesantir. Ça se dit s'apesantir sur un sujet. Bref, là j'ai un masque. Je sais pas pourquoi il est là. Pareil, je l'avais posé parce que je savais pas où le mettre. Et là, on arrive... Alors, ils se sont un peu cassés la gueule. On arrive à une de mes sagas préférées, La Passe-Miroir. Là, j'ai que le tome 2, 3 et 4 parce que le tome 1, je l'ai en version poche. Et je l'ai prêté à une amie. Et de toute manière, je comptais me le reprendre en grand format parce que la couverture du tome 1, elle est absolument magnifique. Donc je voulais... Comme ça, j'aurai les 4 tomes dans le même format. Donc je pense que je vais faire ça. Et là, je suis un peu triste parce que les titres se sont effacés. Donc là, avec les disparus du clair de lune, du coup, c'est pas mal. Mais c'est pas grave, ça montre qu'ils ont vécu. Et ah oui, les pages, elles sont jaunies, là. Ouais, bah c'est de l'occasion. Et là, le tome 4, qui pour le coup, je pense, est assez intact. Même pas la peine d'y penser, bien évidemment que je les garde. Même si la finalité de l'histoire m'a un peu déçue, je trouve qu'il y a tellement un univers incroyable qui est mis en place et tellement une panoplie de personnages tellement originaux et intéressants que j'ai trouvé que la finalité de l'histoire gâchait un peu tout ça parce que en fait quand j'ai terminé le livre j'avais un peu une impression de ah tout ça pour ça et du coup ça m'a un peu refroidi mais ça reste quand même une de mes sagas d'amour. Je sais pas si un jour je serai prête à les relire parce que voilà maintenant je sais comment ça se termine et tu vois en lisant le tome 1 je vais peut-être être un peu amère en pensant au tome 4 donc mais un jour je les lirai je pense. Là j'ai un petit chat, je me souviens c'est une amie quand j'étais en primaire qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je le gardais, c'est trop mignon à mettre dans une bibliothèque. Vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'on descend d'étage de ma bibliothèque, on arrive de plus en plus à un coin bazar.
Le dernier, c'est là, c'est le pire. Ok, tout se casse la gueule. Le dernier, là, c'est le pire, mais on y viendra après. Là, il y a encore un semblant de rangement. Donc, alors là, j'ai mis ces livres-là parce que j'avais peu de place, je savais pas où les mettre. Donc là, j'ai Midnight Sun de Stephenie Meyer. Je l'ai lu en... Il m'a duré longtemps, donc je l'ai lu sur octobre et novembre 2020. Et ça a été une lecture... j'ai bien aimé le lire, mais c'était long et redondant et je le relirai pas. Mais j'ai quand même envie de le garder, parce que en plus c'est des amis qui me l'ont offert, donc pour mes 24 ans. Donc j'ai envie de le garder, et puis voilà, je vais un peu le mettre dans mon coin Twilight. Et là, j'ai acheté, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, 2 tomes de Twilight, mais dans une édition blanche, comme ça, qui est absolument magnifique, blanche et rouge. Où les titres ils sont écrits là mais pas sur le devant. Et aussi je précise que ces éditions là sont en version originale, donc en anglais, et moi j'ai jamais lu Twilight en version originale, je les ai toujours lus en français. Donc là dans ces super belles éditions ça me donne très envie de les relire. Pour l'instant j'ai que le tome 2 et le tome 3 parce que je crois que le prix du tome 1 et du tome 4 était un peu cher, donc j'attendais qu'ils baissent un peu. Des Musso, pourquoi ils sont là? Ah, c'est les Musso, c'est mon corpus de mémoire en fait. Voilà, c'est mon corpus de mémoire, je sais pas pourquoi ils sont là. Attendez, je vais les mettre là avec les autres Musso et on en parlera après. Cette étagère, c'est également d'autres sagas que j'aime énormément, et là c'est plus mes sagas d'enfance, j'ai l'impression. Donc là on a plusieurs tomes des Orphelins Baudelaire, mais je les ai vraiment pas tous. Là j'ai 1, 2, 3, 4. D'ailleurs le 4 il est en version poche. 4, 5, 6, 8, 10, 13. Ah, ouais, il m'en manque quelques-uns. C'est les toutes premières éditions des Orphelins Baudelaire, mais sauf que maintenant, ils ne rééditent plus ces éditions-là. Il y a d'autres éditions, donc c'est un peu la galère de les trouver. Donc dès que j'en vois dans des librairies d'occasion, je me jette dessus. C'est des livres pour enfants, mais tu peux les lire à tous les âges, parce que c'est tellement intelligent. C'est super intelligent, l'histoire elle est très bien, très triste, mais très bien ficelée, et il y a des rebondissements tout le temps. Et cette saga, vraiment, si vous cherchez une saga à lire, il y a 13 tomes, mais tu vois, ils sont pas non plus trop... C'est pas des pavés. Là, tu vois, il fait 300 pages et c'est écrit gros vu que c'est jeunesse. Donc franchement, ça peut se lire assez vite. Je crois que j'ai vu le vlog d'une fille qui les lisait tous en 24 heures. Bref, les gens ils lisent vraiment beaucoup trop vite, ça ne va pas. Là, c'est le dernier tome, sniff. Là, on passe aux 3 tomes d'Hunger Games, qui est également une de mes sagas préférées. Est-ce la peine d'en parler 1000 ans? Vous connaissez toutes et tous Hunger Games, je pense. J'adore cette saga. C'est peut-être pas la meilleure au niveau de la complexité ou quoi que ce soit, mais moi c'est quand même une saga que je trouve super intelligente. Tout le propos autour des médias et tout ça. Enfin, je sais pas, c'était... Et puis, je sais pas, c'est un livre qui parle de révolte, le fait de se révolter contre des choses mises en place par un gouvernement. Voilà, moi c'est des aspects qui me touchent et que j'aime beaucoup. Et je trouve ça très bien qu'en tant que jeune on lise ça, et après tu m'étonnes qu'on soit vénère. Si moi j'ai lu ça, j'avais 15 ans, et du coup ça a fait écho à des choses des idéaux que j'avais déjà en moi, donc je trouve ça important de lire ce genre de livres, et évidemment je les garde. J'ai quand même énolé 3 livres, c'est quand même déjà un début. Là on arrive à une saga que j'aime énormément, et c'est une saga que j'adorais quand j'ai lu ça quand? Au collège? Je sais plus, mais j'étais... Voilà, avant mes 15 ans je pense. C'est 4 filles et un djinn. C'est une saga, j'ai envie d'en parler parce qu'en fait, tu vois le titre 4 filles et un djinn, et tu vois le synopsis, t'as l'impression que c'est juste un truc sans profondeur, où c'est juste des filles avec leurs histoires de mecs, etc. Cette saga, vraiment, elle m'a tellement aidée quand j'étais ado, et des fois il se passe des choses dans ma vie, et je pense à cette saga parce que ces choses qui se passent dans ma vie, ça s'est passé dans ces livres-là. Et ces livres-là, c'est comme s'ils m'avaient un peu préparé à ces choses-là. Ces livres, ça parle de 4 filles qui grandissent et qui vont commencer à faire leurs études, à vivre seules. Ça parle d'amitié, ça parle aussi de relations amoureuses, et ça parle aussi de notre propre construction et déconstruction même parfois. Ça parle de recherche d'identité, ça parle de famille, et ça parle de premières ruptures, des premiers gros chagrins. Et les phrases sont tellement justes, et ces livres vraiment ils m'ont aidée, je pense que... Parce qu'à chaque fois du coup, mes premières peines de cœur, tout ça, du coup, ces livres m'y ont un peu préparée. Et ce que je ressentais, c'était ce que les filles ressentaient dans ces livres. Si vous connaissez de jeunes ados, je pense que vous pouvez leur offrir ces livres-là, et peut-être que sur le coup ils diront « Ah, c'est quoi ça ?» En plus tu vois les couvertures, il y a un jean décoré, tu vois. Mais après voilà, chacun sa sensibilité, mais
ça peut aider. Moi, ces livres m'ont vraiment aidé. Et le dernier tome, ça c'est le 5e, qui est, du coup, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est quand les filles, elles se retrouvent plusieurs années après. Et voilà, il se passe des choses. Et je dirais pas que ce tome est forcément nécessaire à l'histoire, surtout qu'il se passe des choses, voilà, on peut être en accord ou pas avec le déroulé des choses. Moi, je crois qu'il y a peut-être certaines petites choses qui m'ont un peu déçue. Mais ça boucle quand même l'histoire, ça termine quand même les histoires commencées, même s'il y a des choses un peu décevantes. Voilà, moi j'ai quand même aimé lire ce livre et quitter en bonne et due forme ces personnages que j'aime énormément. Ces 4 filles qui ont chacun un peu une part de moi. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens que quand je les lisais pour la première fois, je m'identifiais beaucoup au personnage de Tibi. Après, un peu plus tard, je m'identifiais beaucoup au personnage de Bridget, et maintenant je suis une totale Lena. Et je trouve ça drôle, en fait, qu'à force qu'on évolue, à force qu'on grandit, on s'identifie à un personnage plus qu'à un autre. Et comme il y en a 4, du coup, on peut toujours trouver une qui vraiment nous ressemblera beaucoup et au niveau de la personnalité et de sa construction. Et je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait ces 4 regards parce elles se ressemblent beaucoup, mais elles ont aussi beaucoup... Elles n'ont pas forcément la même manière de voir les choses et du coup c'est bien d'avoir ces 4 regards aussi. Je pense que c'est ça qui fait la force du livre, c'est vraiment ces 4 amies. Et on les voit quand elles sont ensemble et tout, soudées. Mais on les voit aussi seules, on les voit aussi dans leur individualité, dans leur vie toute seule. Et c'est cette pluralité de points de vue, cette pluralité de caractère et de manière de voir les choses qui fait la force du livre. Voilà, je ferai peut-être une vidéo un jour de mes sagas préférées. Et là où vraiment je me dirais, tu peux parler 1 heure de chaque livre, fais-le. Je ferai peut-être ça, mais je sais qu'avec mon ancienne coloc, on pouvait analyser pendant des heures 4 filles et un jean. Et voilà, comme je disais, c'est un livre. Quand tu tombes dessus, tu peux dire que c'est pas grand chose, que c'est un truc girly et pas forcément super bien. Et c'est tellement plus profond que ce qu'on croit. Et vraiment, je peux l'analyser des heures, cette saga. Et elle est vraiment... J'aimerais bien les lire en version originale, en fait. Mais je pense que je garderai mes livres en français quand même, parce que voilà, je les ai depuis que je suis jeune. Donc on dirait que je dis ça en mode je suis vieille, mais c'est pas grave. Après, là, on passe à une autre saga qui est un peu... Oula. Ah, je me suis cogné le coude contre la bibliothèque. Bon, j'ai déjà un bras de cassé, là on va pas en faire 10 000. Une autre saga qui m'a beaucoup... Je dirais pas qu'elle m'a aidée, mais que j'ai énormément aimé quand j'étais plus jeune, c'est le Journal d'une princesse. J'ai bugué parce que là il y a écrit la fête d'une princesse du coup, voilà. C'est une saga où il y a pas une dizaine de tomes en tout, je crois, mais là je les ai vraiment pas tous. J'ai vraiment hâte de m'y replonger, ça va me ramener plein de souvenirs d'enfance je pense. Là je vous jure, le truc que j'attends le plus, c'est de finir mes études, comme ça je lirai Le Seigneur des Anneaux, je relirai Journal d'une princesse, je relirai 4 filles et un jean. Je vais tellement me faire plaisir. T'es curieuse? Tu te demandes ce que maman a fait? Alors, après, on a ma collection de Roald Dahl. Hop, je vais les sortir. Alors, j'ai Mathilda, Sacrée Sorcière qui est mon préféré de Roald Dahl. Coup de gigot, James et la grosse pêche, Moi Boy, Charlie et la chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre que j'ai dans les je sais plus, je crois que les éditions elles sont plus comme ça maintenant, mais voilà, les éditions comme ça avec les dessins de Quentin Blake. Ça, Roald Dahl, pareil, si vous cherchez des livres pour enfants, et même, en fait c'est pareil, c'est des livres pour enfants, mais que tu peux lire à tous les âges. Moi j'ai remarqué là, c'est un peu ça en fait, mes livres jeunesse, c'est des livres que tu peux lire à tous les âges, comme Les Orphelins Baudelaire, comme 4 filles et un jean aussi d'ailleurs, Journal d'une princesse peut-être un peu moins, mais Roald Dahl c'est carrément ça, et je suis très très fan de Roald Dahl, du moins je l'étais quand j'étais plus jeune. Là ça fait très très longtemps que j'ai pas lu ces livres, d'ailleurs j'ai même pas lu Moi Boy, j'ai pas lu Charlie et le grand ascenseur de verre je crois. Après, mais Nimé c'est un... Mais pourquoi t'es cachée dans l'étagère? Nymeria est partie en exploration là, elle vit sa meilleure vie. Et après, j'ai toujours dans des sagas d'enfance, j'ai Narnia, le monde de Narnia, donc là j'ai le tome 1 et le tome... Ah non, c'est vrai qu'il y a d'autres tomes aussi qui sont moins connus entre... Ouais, par exemple celui-là c'est le tome 2 en fait, on dirait que c'est le tome 1 mais en fait c'est le tome 2. Parce qu'en fait au niveau des films, ils ont fait un tome sur 2 je crois. Bref. Donc là j'ai Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, donc le plus connu. Et là j'ai Le Prince Caspian. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais emprunté à la bibliothèque le gros livre du monde de Narnia avec Aslan en couverture, vraiment le gros pavé. Mais je suis pas sûre d'avoir tout lu. Je crois que j'ai pas lu le dernier tome, donc qui finalise l'histoire. Je crois que le livre était un peu dense pour moi, donc j'ai pas lu. C'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre, puisque j'aimais beaucoup, je suis très fan des films.
C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas fait la fin en film. Je crois que le troisième film a pas bien marché, c'est pour ça qu'ils ont pas continué. C'est dommage parce que je trouvais que les films étaient pas mal, même le 3 qui est pas très aimé, moi j'avais beaucoup aimé. Surtout il y avait Edmund qui est mon personnage préféré. J'ai très longtemps croché sur Edmund et sur l'acteur. Bref. Donc voilà, on a terminé pour mes sagas. Du coup c'était sur ces deux étagères et maintenant on va passer au point un peu plus en bazar. Voilà, donc cette fin d'étagère et cette étagère, c'est la mort, vraiment, c'est le bordel. J'ai le Death Note. Voilà, donc faites gaffe à vous. Je sais pas ce que j'en fais de ça. Ce qui me sert à rien en fait. C'est genre là il était là mais je m'en sers pas. Et après ça fait un objet de déco mais je me sens que je l'avais acheté à... Comment ça s'appelle? Art to Play à Nantes. Je crois que ça m'avait coûté 15 balles quand même pour ça. Et au final je m'en sers pas. Je vais peut-être le vendre. Je le mets dans la pile, je sais pas. Donc la fin de cette étagère. Là j'ai un recueil des poésies de Rimbaud dans une édition qui est vraiment super belle. Ça aussi je l'avais acheté dans un vide-grenier. En fait je remarque qu'il y a très peu de livres que j'ai achetés moi-même et neufs. Soit c'est moi en occasion, soit c'est d'autres gens neufs ou d'autres gens en occasion. Donc là j'ai les poésies de Rimbaud, j'aime beaucoup cette édition et surtout il y a, je crois qu'il y a tous ses poèmes dedans. Et oh purée, par contre il y a de la poussière. J'étais très fan de Rimbaud quand j'étais plus jeune. Maintenant voilà, c'est un poète que je trouve intéressant, mais c'est pas celui dont la plume va le plus me toucher. Mais j'aime bien voir ce livre, c'est un peu un classique et en plus l'édition est belle, donc je vais pas m'en séparer. On a Far from the Magic Road de Thomas Hardy, que j'ai en anglais, donc Wordsworth Classics. Donc c'est une édition où c'est écrit de manière absolument minuscule. Je sais pas comment j'ai fait, je crois que j'ai mis du temps à le lire parce que c'était... Je déteste les livres écrits petits. Après ça coûtait pas cher. C'est ça, ces éditions, c'est écrit petit mais ça coûte pas cher. Donc du coup en français, le titre c'est Loin de la foule déchaînée. Il y a eu un film là-dessus, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est le seul Thomas Hardy que j'ai dans ma bibliothèque et c'est le seul Thomas Hardy que j'ai lu. Et c'est dommage parce que du coup j'ai découvert Thomas Hardy avec ce livre. En fait c'est ma directrice de mémoire. Du coup mon mémoire en 2018-2019 je l'ai fait, mon premier mémoire en littérature. Du coup j'ai comparé ce livre avec Anna Karénine et Les Hauts de Hurlevent. Et c'est ma directrice de mémoire qui m'a dit mais... voilà, il faudrait peut-être que vous lisiez Thomas Hardy, ça pourrait être intéressant pour votre mémoire. Et moi je connaissais juste de nom et tout. Donc j'ai lu ce livre, voilà, sans m'attendre à rien. Et c'était vraiment super bien et j'aime beaucoup Thomas Hardy, j'aime beaucoup sa manière de construire les histoires et j'aime beaucoup les propos et les messages qu'il fait passer dans ses textes. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, là, cette édition, le problème c'est que... Après je crois que j'ai mis des passages au crayon de bois. Mais je sais pas trop si je vais le garder parce que, comme je vous disais, c'est écrit tout petit et j'ai beaucoup de mal avec les livres écrits petits. Donc, mais bon, il est défoncé de partout. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'était vraiment un bon livre. Par contre, les traductions françaises sont mauvaises. Parce que moi, du coup, j'ai étudié le texte en anglais, mais aussi le texte en français. Et il y avait des passages entiers qui n'y étaient pas. En fait, il y a des passages là. Après, quand je cherchais dans la version française, ça y était pas. Et j'étais un peu en mode ah, et même des fois les phrases n'ont aucun rapport entre elles. J'étais en mode mais monsieur le traducteur ou madame la traductrice, ce n'est pas un bon travail. Enfin, je sais pas, c'est après peut-être que l'éditeur dit il faut faire comme ça, mais enfin, des fois je comprenais pas trop. Et j'en ai parlé à ma directrice de mémoire qui est une très grande défenseuse de Thomas Hardy et elle m'avait dit que en effet Thomas Hardy était très mal traduit en français. Les bonnes traductions françaises c'est vraiment des vieux livres et qui du coup sont pas trop édités voilà maintenant quoi, dans nos années. Donc c'est un peu dommage parce que c'est vraiment... Thomas Hardy c'est vraiment très bien, donc je trouve ça très dommage qu'il soit peu traduit. Et d'ailleurs il est pas beaucoup étudié aussi, et c'est dommage parce que c'est vraiment super intéressant et il y a plein de choses à dire sur ces textes. Et j'ai très envie de lire ces autres livres. Par contre le problème avec Thomas Hardy c'est que ces livres sont très horribles, très tristes. Celui-là ça va. Celui-là ses limites sont plus joyeux. Quand tu vois par rapport aux autres, lui ça va. Bon il se passe des trucs un peu galères mais franchement, tu vois, il est joyeux comparé aux autres. Par contre, Tess d'Uberville, là, j'ai pas très hâte de lire ce truc. Mais bon, j'ai quand même envie de continuer de lire Thomas Hardy. En tout cas, je garde ce livre. Là, j'ai, d'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan. C'est pareil, on me l'avait offert à Noël parce qu'il a gagné un prix, je sais plus lequel. Donc j'ai découvert Delphine de Vigan avec ce livre et je l'avais beaucoup aimé. Après, voilà, ça m'avait pas marqué beaucoup, mais en tout cas, c'est un livre, quand je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé très intéressant et l'histoire très bien construite et très bien fait. Si vous cherchez un livre un peu thriller psychologique mais pas non plus
c'est quand même un livre très lent et c'est thriller psychologique sur le fond, mais voilà, vous attendez pas à des courses-poursuites et tout, c'est pas ça, c'est vraiment, bah justement, c'est très très psychologique en fait, et pendant tout le livre, on se demande ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a un peu de la manipulation psychologique dans ce livre. Et le dernier livre de cette étagère, c'est Incendie de Wajdi Mouawad. J'adore ce livre, ça a été un de mes livres préférés pendant très longtemps. C'est une pièce de théâtre. Et oh, je me sens, je l'ai lu, c'est une de mes meilleures amies à l'époque qui me l'avait prêté. Je l'ai lu et j'avais 15 ans. Et la fin de ce livre, je pense que ça fait partie des fins de livres les plus horribles qui existent. Et la fin du livre, je pense que... Enfin, je connais des gens qui l'ont lu et on est tous d'accord pour dire qu'à la fin du livre, on était... Ah, quoi? C'est terrible, c'est de toute façon tout le livre. Donc pareil, je vais dire des mots-clés parce que si je pars dans un résumé, en plus je sais plus vraiment trop, ça parle de relations familiales, relations entre une mère avec ses enfants et relations entre un frère et une sœur. Et ça parle pas d'une enquête, parce que c'est pas non plus une enquête policière, mais c'est une recherche. Les enfants cherchent la vérité sur leur mère. Et ça parle de guerre aussi, donc il y a des passages très violents, il y a des passages de torture et voilà, et à la fin il y a un espèce de plot twist qui te détruit le cœur et l'âme. Et il y a un film d'ailleurs de Denis Villeneuve, j'aime énormément Denis Villeneuve, il en a fait un film, et le film m'a pas... Il y a des scènes très bien, mais le film je trouve est quand même moins puissant que le livre, mais voilà, si jamais vous avez pas envie de lire le livre, après il est très court et c'est une pièce de théâtre, donc ça se lit assez vite, mais si jamais vous... Mon amour! Si jamais vous préférez regarder le film, bah c'est la même histoire, donc vous pourrez très bien faire ça. Tu vis ta meilleure vie, toi. Oh oui, oui, oui. Cet endroit n'est plus une bibliothèque maintenant, c'est un terrain de jeu pour Nimeria, qui vit sa meilleure vie. Donc là, on passe à l'étagère qui est la plus en bordel. Donc là, c'est un peu voilà, les livres que je savais pas où classer, donc je les ai foutus là. Là, c'est quand même un poil rangé. Là, c'est ma pile de Guillaume Musso. Là, par exemple, c'est mon corpus de mémoire. Donc, Sauve-moi, Central Park et Je reviens te chercher. Que je garde, hein, bien évidemment. Sinon, mon mémoire, hein, il va pas s'écrire tout seul. Là, Un appartement à Paris. C'est mon préféré de Musso. Après, il y a La fille de Brooklyn aussi, qui est arrivée avec ses grands sabots. Mais Un appartement à Paris, c'est celui de Musso qui m'a le plus touchée, je pense. J'aime aussi énormément Je reviens te chercher, qui est dans mon corpus. Et Central Park aussi, j'aime bien. Et il y en a un autre aussi que j'aime, Parce que je t'aime, qui est incroyable. Là, j'ai L'instant présent, qui a été d'ailleurs une de mes premières lectures de 2020. Et c'était vraiment très bien. J'ai trouvé que le retournement de situation était vraiment très très bien. Par contre, ce qui est un peu dommage avec ce livre, c'est que en fait, pendant tout le bouquin, tu le lis et tu comprends pas l'intérêt et tu sais pas trop à quoi ça va te mener. Et quand il y a le retournement de situation, tu comprends, mais du coup, t'as vécu un peu une lecture mitigée, parce que pendant tout le bouquin, tu t'es demandé à quoi servait ta lecture, quoi. Donc, mais moi, je le trouve quand même très bien. Là, on a Parce que je t'aime. Du coup, c'est ce que je disais. C'est vraiment un de ses meilleurs, de manière objective, je pense. C'est l'un de ceux qui est le plus aimé, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous l'ouvrez, il y a écrit « Avant de commencer un message de l'auteur, pour préserver la surprise, ne révélez pas la fin de ce livre à vos amis. » Et c'est vrai que la fin de ce livre, alors moi je l'ai pas du tout vu venir, et ça te remet en question vraiment tellement tout le truc, c'est vraiment... Après, Musso c'est tout le temps ça, mais là c'est vraiment puissance 1000. Je me souviens, alors je sais plus j'avais quel âge, mais le jour où je l'ai terminé, donc il me restait, voilà, je sais pas, mais il me restait quelques pages, c'était un 24 décembre, donc un soir de réveillon. Et je me souviens, on était juste avant de manger, et à ce moment-là, il s'est passé un truc où tu commençais à comprendre qu'il y avait un retournement de situation incroyable qui arrivait. Et j'étais là, je vous jure, j'étais comme ça, et ma mère, elle m'appelait pour manger. Et moi, j'étais là, genre, j'arrive! Et je tournais les pages, et c'était vraiment incroyable. Là, j'ai La fille de papier, dans une édition qui est assez jolie en plus. Enfin là, en fait, c'est basique, c'est comme ça. Celui-là, je sais pas si je vais le garder, parce que j'ai pas été très fan de La fille de papier. Je sais que c'est un de Musso que beaucoup aiment. Personnellement, pour une fois, j'ai trouvé les personnages attachants, parce que souvent c'est ça le problème avec Musso, j'ai un peu du mal avec les personnages. Là, pour le coup, j'ai trouvé les personnages attachants, mais l'histoire, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me dis qu'il plaira sans doute plus à quelqu'un d'autre que moi, donc je me dis que je vais le donner ou le vendre. Là, j'ai La vie secrète des écrivains, dans une édition collector qui est absolument magnifique, que j'avais acheté sur Vinted d'ailleurs.
du coup moins cher qu'en neuf. Celui-là, il était vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé et je l'ai trouvé très intéressant. Après je dirais pas que c'est son meilleur, mais franchement il est plus dans ses meilleurs que dans ses pires. Après c'est pas celui que je vous conseillerais le plus de Musso. Bah celui que je conseille vraiment c'est La fille de Brooklyn. Après le... D'ailleurs je l'ai pas là parce qu'il est à l'endroit où j'étais confinée. Donc voilà, il y a plein de livres que j'ai pas ici. Dans La fille de Brooklyn il y a quand même beaucoup de trigger warning, de viol, de séquestration. Donc voilà, ça ne peut pas être lu par tout le monde. Mais objectivement je dirais que c'est son meilleur. Ce livre, mais la fin m'a détruite. Vraiment, j'étais dans mon lit en train de pleurer à chaudes larmes. C'était terrible, mais il est tellement... Je trouve que ce livre, ce qui est bien... Je parle de La fille de Brooklyn, c'est pas du tout celui que je prends. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il est très calme, très lent. Et d'un coup, bam, il va y avoir un truc qui se passe et après ça va être haletant, ouah, plein d'actions. Et puis là, ça va retourner dans le calme. Je trouve qu'il est vraiment très très bien rythmé ce livre. Il y a certains d'autres... Voilà, l'histoire est peut-être moins bien construite, c'est un peu... Des fois d'un coup c'est trop lent, des fois d'un coup il y a trop de trucs qui se passent. Et j'ai trouvé que pour le coup, La fille de Brooklyn était vraiment très bien rythmé, il était tellement bouleversant. Donc La fille de Brooklyn, moi je conseille aussi Parce que je t'aime et Je reviens te chercher, qui sont vraiment très 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 bien. Et Un appartement à Paris, je sais qu'il a pas plu à certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il est même pas très aimé, parce qu'il y a, au début ça parle beaucoup de l'art et de la peinture et tout, mais moi j'adore. On arrive à un truc qui a une histoire très très drôle. C'est ce livre, Skidamarink, de Guillaume Musso, qui n'est... Voilà, peut-être que vous le connaissez pas. En fait, ce livre, c'est le tout premier livre de Guillaume Musso qu'il a publié chez les éditions Anne Carrière. Donc c'était il y a... en 2001, un truc comme ça, c'était il y a très très longtemps. Et en fait, ce livre n'a pas beaucoup marché. C'était vraiment son tout premier, il n'était pas connu sur le marché, ça n'a pas marché. C'est après son livre Et après, qui du coup a beaucoup marché. Et ce livre-là, du coup, est un peu tombé aux oubliettes et il n'était pas du tout réédité. Donc en fait, ce livre que vous voyez est très rare. Il y en a très peu dans le monde. Enfin, il n'y en a pas genre que deux, mais il y en a très peu. Et du coup, ce livre se revendait à genre 200 € sur eBay et tout, parce que bah, maintenant, du coup, Guillaume Musso est très célèbre et du coup, tout le monde cherchait son premier bouquin qui du coup n'était plus édité. Donc sur les sites d'enchères, ce livre était vendu très très cher. Et un jour, je l'ai vu sur Vinted à 4 €. Du coup, je l'ai acheté. Et du coup, pendant quelques mois, j'ai eu une mine d'or chez moi. J'avais quand même un livre que j'aurais pu revendre 200 €. Après, là maintenant, je peux vous dire, il vaut plus rien parce que juste là, en 2020, ce livre a été réédité avec une couverture encore plus belle que celle-ci. Et du coup, bah maintenant, il est réédité, donc du coup, c'est plus du tout un livre perdu. Mais en tout cas, j'ai vraiment le premier livre, la toute première version. Donc, je suis trop contente d'avoir c'est un livre très rare, donc je suis contente d'avoir cette petite relique chez moi. Mais si jamais vous êtes intéressé pour lire Skidamarink, bah avant ça aurait été presque impossible de le lire et maintenant bah, vous allez à votre librairie et il y sera. Donc voilà, mais j'aime bien cette anecdote avec ce livre. Donc ça bah, je le garde bien évidemment. Même si je préfère la couverture de la version rééditée. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là j'ai deux Marc Lévy. Là j'ai une autre idée du bonheur que j'ai pas lu, je crois qu'on me l'a donné. Marc Lévy, je trouve qu'il est très inégal. Il y a certains de ses livres qui sont très bien et d'autres qui sont pas du tout bien. Et je trouve même que, enfin moi de ce que j'ai lu, il y en a plus qui m'ont fait un effet de bof plutôt qu'un effet très bien. Par contre, pour le coup, je trouve que Marc Lévy, quand il fait un truc bien, il le fait très très bien. Notamment son livre La prochaine fois. Ça a été un de mes livres préférés pendant très longtemps. Et là, je l'ai pas lu depuis des années, donc je peux pas dire que c'est un de mes livres préférés, parce que peut-être qu'en le relisant, j'aimerais moins. Mais ce livre, je l'ai lu 2 fois, je crois, 2-3 fois. Je me souviens que, alors voilà, pareil, c'est à l'époque où je l'ai lu, ça m'a bouleversée et l'histoire était incroyable et je l'ai trouvé très très bien. Et aussi ce livre, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, qui parle d'une relation entre un père et sa fille. En fait, il y a le père de la fille qui meurt et en fait, voilà, ils n'avaient pas une super bonne relation. Et d'un coup, le mec, enfin le père, il revient mais en mode robot. En fait, il y a quelqu'un qui l'a, enfin, pourtant j'ai plus trop souvenir. En fait, il y a quelqu'un qui a fabriqué un robot de son père et donc du coup, il est en mode bah rattrapons le temps perdu, mais avec moi en mode robot quoi. Donc c'était pas du tout clair comme résumé. Je me souviens que quand je l'avais lu, j'avais vraiment trouvé très très bien. Et en plus, c'est une histoire d'amour un peu que j'ai trouvé très jolie aussi. Et celui-là, je l'ai pas lu. Et Marc Lévy, par contre, il y en a plein que j'ai lu que j'ai pas du tout adhéré. Je sais notamment, j'avais commencé à lire 7 jours pour une éternité. Mais j'ai lu 100 pages je crois et je comprenais rien à ce qui se passait et j'ai détesté et je l'ai jamais relu parce que j'avais détesté. Et j'avais aussi commencé Elle et lui que j'ai trouvé pas très bien aussi, pas très intéressant. Donc voilà, comme je vous dis, avec Marc Lévy, je suis un peu dans un entre-deux parce qu'il y a certains de ses livres que je trouve très bien
Et il y en a d'autres que je trouve absolument pas bien du tout. Après, on a Nocturna de Maya Montaigne, qui a été une de mes meilleures lectures de 2020. Donc là, du coup, c'est en anglais, il n'est pas encore traduit et je crois qu'il n'y a pas de nouvelles comme quoi il va être traduit ou quoi que ce soit. Et il y a le tome 2, alors soit il est sorti, soit il va pas tarder à sortir, c'est Occulta. Donc c'est une saga de fantasy et ça se passe dans un monde, un univers qui est hispanique. Donc je trouve ça très bien de lire ce genre de fantasy, voilà, de la fantasy qui change un peu de la fantasy un peu, voilà, qu'on peut lire habituellement d'auteurs américains, blancs, tout ça. Donc là, c'est super bien de lire ce genre de truc. Et après, elle reste dans les codes de la fantasy, donc des fois il y a un peu des clichés, mais il y a quand même des choses originales à côté. Donc si vous cherchez une saga de fantasy qui est vraiment stylée, qui est vraiment cool, ou avec des personnages très attachants, et ben je vous conseille cette saga. Là, on a Lavinia de Ursula Le Guin, qui était, si vous vous souvenez, dans ma palle de l'automne. Eh bien, je ne l'ai pas lu, bien évidemment. C'est édité aux éditions de La Talente. Et en fait, j'ai fait mon stage à la librairie de La Talente à Nantes. Et la libraire me l'avait donné, alors que c'est un livre absolument sublime, qui doit coûter une petite fortune. Et j'ai très envie de le lire, en fait. Mais je sais pas pourquoi je me lance jamais, parce que je pense qu'il faut être dans le mood, parce que c'est un peu une réécriture d'un mythe. Ça parle du personnage de Lavinia, qui est du coup dans la mythologie, je crois. Là, comme vous le voyez, c'est un peu des livres comme ça, il n'y a pas trop de sens. Là, j'ai Charlotte de David Fuenkinos. Oh, ce livre. Je crois que je l'ai lu à ma première année de fac, donc j'avais 18 ans. Mais il m'a détruite, et quand tu penses que c'est une histoire vraie, c'est juste horrible. Dans ce livre, Fuenkinos parle de la peintre Charlotte Salomon. Et du coup, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'en fait, il est écrit en vers comme ça. Enfin, je sais pas si c'est des vers, mais en gros, il y a des retours à la ligne à chaque fois. Mais c'est pas embêtant à lire. Enfin, moi, franchement, limite, c'est fluide en fait, justement, et ça offre un certain rythme au texte. Donc, du coup, je vais le garder, mais je sais qu'il y a une édition avec les peintures de Charlotte Salomon dans le livre. Donc, si un jour je le trouve, je crois en plus un jour je l'avais vu en occasion et je l'ai pas pris parce qu'il coûtait un peu cher, mais si un jour je le trouve, je pense que je vendrai ou donnerai celui-là. Donc pour l'instant je vais le garder, mais voilà, mais j'aimerais trop l'édition avec les peintures de Charlotte Salomon. Après, on a Petit Pays de Gaël Faye. J'aime beaucoup Gaël Faye en tant que chanteur, c'est vraiment un de mes chanteurs préférés. J'aime énormément ce qu'il écrit et ce qu'il chante. Après, je me souviens de ce livre quand je l'ai lu, du coup on me l'a offert parce que c'était le prix Goncourt des lycéens 2016. Dans ce livre, Gaël Faye parle de... Alors après, voilà, c'est romancé, ça reste fictionnel, mais il parle de ce qu'il a vécu quand il était petit, et notamment il vivait... voilà, il a vécu le génocide rwandais, donc c'est un livre qui parle de ça. Donc si vous voulez lire un livre voilà, un peu cocooning, ne lisez pas ce livre. Mais ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est qu'on a un regard d'enfant sur la guerre et sur le génocide, et c'est très intéressant de lire ce livre. Après, moi je me souviens que quand je l'avais terminé, il m'avait pas non plus énormément marqué, parce que c'est le premier livre de Gaël Faye, et je trouve que ça se ressent des fois dans le rythme, et des fois il y a des passages un peu brouillons, j'ai trouvé. Donc ça m'a un peu... Voilà, c'est pas non plus un livre qui m'a incroyablement marqué, mais c'est quand même un livre que je conseille, et notamment si vous avez envie d'en savoir plus sur le génocide rwandais et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est ce genre de livre, un peu comme ce que fait Sur Chalandon, où en fait il te parle de quelque chose de l'histoire, mais avec une histoire et une fiction. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses sur l'histoire, c'est de le faire au travers de romans et de fiction. Donc si jamais, je vous conseille fortement ce livre. Je vais le garder, et après je suis pas sûre de le relire un jour, mais voilà. Et je trouve ça bien de soutenir Gaël Faye. Et d'ailleurs, c'est quand qu'il sort un deuxième livre? Là, j'attends. Après, j'ai Nos étoiles contraires de John Green. C'est le premier livre en anglais que j'ai lu. Enfin, c'est le premier livre en anglais que j'ai lu en entier, puisque j'en avais déjà lu un avant, mais je l'avais pas terminé. Voilà, John Green, Nos étoiles contraires, c'est pas la peine de le décrire 1000 ans, je pense que tout le monde le connaît ici. Je sais pas si je le garde, parce que je le relirai pas, voilà. Après, c'est quand même une histoire que j'aime beaucoup, mais je crois que je préfère le film. Enfin, après, je pense qu'il faudrait juste que je le relise, parce que comme c'est le premier livre que j'ai lu en anglais, je pense qu'il y a plein de passages où je tiltais pas trop ce que je lisais. J'avais quel âge en lisant? Je crois que j'avais 18 ans. Donc c'est peut-être pour ça que le film m'a plus marqué que le livre, parce que c'est peut-être que là, il y a des passages que j'avais un peu zappés. Mais je pense vraiment pas que je le relirai un jour, c'est pas ma priorité en tout cas. J'ai quand même envie de le garder, parce que voilà, j'aime bien le fait de l'avoir dans ma bibliothèque, et c'est le premier livre en anglais. Je me souviens, je suis allée l'acheter à la FNAC à l'époque, et à l'époque, ça fait pas... Ça fait quand même 6 ans. Ça va faire 6 ans. Après, on a The Handmaid's Tale de Margaret Atwood,
que j'ai énormément aimé, et pour le coup je trouve que la série et le film se complètent. Je trouve que les deux sont tout aussi bien l'un que l'autre. Et alors certes, dans la série, des fois, il n'y a pas des détails qui sont dans le livre, mais en fait, vice-versa. Il y a aussi des choses qui sont ajoutées dans la série qui sont très très bien et qui sont pas dans le livre. Donc en fait, je trouve que les deux se complètent très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre. J'adore l'écriture de Margaret Atwood, qui est très... comment ça s'appelle, un flux de conscience. C'est le genre d'écriture que j'adore. J'aimerais beaucoup lire ses autres livres. Après, on a Règne animal de Jean-Baptiste Delamo, que je n'ai pas lu. Règne animal retrace du début à la fin du XXe siècle l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet environnement dominé par l'omniprésence des animaux, 5 générations traversent le cataclysme d'une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la violence industrielle, reflet d'une violence ancestrale. Règne animal est un grand roman sur la dérive d'une humanité acharnée à dominer la nature et qui, dans ce combat sans pitié, révèle toute sa sauvagerie et toute sa misère. Je crois que ce livre, j'en ai entendu parler sur Instagram, parce que je crois que Jean-Baptiste Delamo, c'est quelqu'un qui est végétarien et qui se bat pour les animaux. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre. En plus, de ce que je vois du résumé, ça parle de l'opposition entre nature et culture. Et j'ai fait un mémoire là-dessus, et c'est une thématique qui est ma passion. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. J'avais même oublié qu'il était là. Par contre, c'est un petit pavé. Mais je pense que j'ai envie de le lire. Après, voilà, est-ce que je vais le faire cette année? Je sais pas, je pense un peu qu'il va traîner dans ma palle. Ça me donne envie, même si j'ai peur que ce soit très très négatif. Et en ce moment, enfin voilà, je demande pas des livres super joyeux, parce que c'est pas forcément ce que j'aime non plus. Mais voilà, des livres 100% négatifs ou voilà, je sais pas. Donc je pense que je vais le garder quand même. Mais voilà, je suis même pas sûre de le lire cette année, donc on verra. Alors là, j'ai plein de livres. Ah, Huysmans. Je sais pas si vous connaissez Huysmans, mais en fait, c'est un grand auteur du 19e siècle qui est en fait considéré un peu comme un classique, mais enfin, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, j'en ai entendu parler à ma fac, en fac de lettres, et même c'était en L2 en L2 et en L3 on m'en a parlé. Mais avant ça, j'avais jamais entendu parler de ce mec, alors qu'il écrit des livres qui sont considérés comme des classiques du 19e siècle. Et j'ai eu une période où j'étais très 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 fan de Huysmans, et je dévorais tous ses bouquins. Alors celui-là, pour le coup, je l'ai pas lu, mais ouais, j'ai eu une période comme ça. J'ai même un marque-page avec un dessin de Huysmans. Maintenant, je me suis un peu détachée, et surtout, je suis peut-être moins fan finalement de ce qu'il écrivait. Ces livres peuvent être rapprochés du mouvement décadent, du décadentisme du 19e siècle, et ça, c'est un mouvement que... Enfin, je crois pas qu'on peut considérer ça comme un mouvement, mais vous m'avez comprise. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, plus jeune, plus jeune. Quand j'étais donc en L2, L3, donc j'avais 21, 22 ans, c'était un aspect que j'aimais beaucoup, et maintenant c'est un peu moins mon truc, donc voilà. Donc en gros, j'ai acheté beaucoup de livres de Huysmans. Et aussi à une période, je voulais faire un mémoire sur Huysmans, du coup qui ne s'est pas fait, c'est pour ça aussi que j'ai acheté ces bouquins. Donc en fait, ce livre, je suis même pas sûre de le lire, parce que c'est un pavé, et maintenant Huysmans, c'est moins mon truc, mais je vais quand même le garder, parce que je me dis, si un jour je retourne dans ma vibe Huysmans, ben voilà. Là, j'ai À rebours, qui est, je pense, le livre le plus célèbre de Huysmans, et lui, c'est vraiment considéré comme un classique. Et celui-là, je l'ai lu, et je vous le conseille, parce qu'il est vraiment, je trouve vraiment trop bien ce livre, parce que c'est un classique, mais je trouve qu'il est très moderne, et il est super drôle. Et moi, ce livre, je vous jure, je me marrais en le lisant, mais alors que je sais pas si Huysmans voulait faire rire en l'écrivant, mais ce livre est tellement... Enfin, le personnage des Essantes dans ce livre, il est tellement ridicule. Ce livre, tu le commences, le premier chapitre, c'est DNCO. Le mec des Essantes, là, il est chez lui et il refait sa peinture. Et tout un chapitre, il est en mode, est-ce que je repeins ce mur en rouge? Est-ce que le vert ne serait pas mieux? C'est ça pendant tout le premier chapitre. Voilà, en fait, la chose à savoir sur ce livre, c'est que ça parle d'un mec qui est chez lui, qui est tout seul. Et c'est tout, en fait. Et c'est vraiment le livre qui parle, je crois, attends, on a vu ça en cours, c'est le livre qui parle de rien, en fait. Ça parle juste d'un mec, voilà, qui est chez lui. Et à un moment, il... Ça me fait trop rire en y repensant. Je sais pas pourquoi ce livre me fait trop rire à ce point-là. À un moment, le mec des Essantes, là, il veut aller voyager en Angleterre. Et du coup, il part et il dit à ses domestiques, je pars, m'attendez pas avant un moment. Et il part, et en fait, il va à un restaurant de gare ou un truc comme ça. Et en fait, du coup, il y a des Anglais qui venaient en France qui étaient là. Et du coup, il mange un repas anglais et il écoute des Anglais parler. Et du coup, il est en mode, bah, pas la peine d'aller en Angleterre. Là, c'est comme si j'avais été en Angleterre. Et du coup, il revient chez lui. Et après, il a des délires où il est dans sa baignoire et il imagine qu'il voyage et il est en mode
À quoi bon voyager vraiment quand on peut voyager depuis chez soi? Enfin voilà, c'est un peu un mood. C'est un peu le mood du Covid en fait, il est un peu confiné des centres. Et il y a aussi un passage trop drôle avec de la frangipane, genre le mec il s'évanouit parce qu'il sent de la frangipane. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup ce livre, mais je pense que je vais me séparer de cette édition car ça fait partie des livres que j'ai oublié de vous présenter hier. En fait ça fait partie de la pile de livres que j'ai posée et après j'ai oublié de vous en parler. J'ai cette édition là, c'est mon papa qui m'a offert à Noël dernier, Noël 2019. Donc voilà, je pense que je vais me séparer de cette édition là et que du coup je vais garder celle-ci qui est absolument magnifique. Il y a des illustrations, alors voilà, il y a des toiles, parce qu'il y a tout un chapitre où le personnage il se balade chez lui, il y a des tableaux et tout, donc il y a tout un chapitre où il regarde des tableaux. Donc, oh, j'avais même pas vu cette page-là. Oui, il y a tout un chapitre aussi où il fabrique des parfums. Donc, ouais, donc je pense que je vais me séparer de celle-ci, et que du coup je vais garder cette édition-là, qui est vraiment super jolie. C'est très joli à avoir dans sa bibliothèque, donc voilà, je pense que je vais plutôt garder celle-ci. Martin Eden de Jack London, que je n'ai toujours pas lu, alors que ce livre est dans ma palle depuis... Enfin, j'ai envie de lire ce livre depuis très longtemps. J'aime beaucoup cette édition, en plus, donc c'est en français, mais de toute façon en anglais, je sais pas si j'aurais été... Voilà, je pense que ça aurait été peut-être un peu compliqué pour moi de le lire. Après, on repart sur Huysmans, l'abbé Huysmans que j'ai lu et qui est trop bien aussi. Par contre, c'est le cas de le dire, ce livre se barre un peu en cacahuète, parce que ça parle de surnaturel et de satanisme et tout, et ça parle de Gilles de Rais, qui était un pote de Jeanne d'Arc, mais ce mec était, enfin, voilà, il enlevait des enfants, et voilà. Et du coup, ce livre parle de ça aussi, et c'est vraiment super bien. Enfin, moi, j'avais trop aimé la fois où je le lisais. En fait, d'ailleurs, c'est même avec ce livre que j'ai connu Huysmans, parce qu'on l'a étudié en cours, et au début, j'étais là genre, oh, ça me donnait pas envie, je voyais que ça parlait de satanisme et tout, je me suis dit, oh là là, de quoi oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Et je l'ai commencé et tout. Et à un moment, je me suis retrouvée à fond dedans, en train de me marrer devant ce bouquin. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, j'aime trop. Là, on a Édouard Louis, On finira avec Eddie Bellegueule. Je vous ai parlé dans la première partie de mon rangement de bibliothèque de Qui a tué mon père, d'Édouard Louis. Et là, j'ai En finir avec Eddie Bellegueule, qui est son premier livre. Il l'a écrit, il était plus jeune que l'âge que j'ai actuellement. Donc voilà, c'est super. Édouard Louis parle de son enfance sous un prisme sociopolitique, et il parle aussi de sa famille sous ce prisme, et voilà, il faut lire Édouard Louis, enfin faites ce que vous voulez, mais je trouve ça très bien. Là on a Jane Eyre que j'ai lu en novembre 2020, et j'en ai fait une vidéo entière où je parle de ce livre, et en gros j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais pas coup de cœur, et voilà, c'est pas une lecture qui m'a marquée, mais je suis très contente de l'avoir lu, et c'était quand même très bien. Il y avait vraiment des thématiques qui étaient vraiment très bien, et Jane Eyre, c'est un personnage vraiment très fort et très intéressant. Là on est à Fairyland. Oh, je me souviens que je l'avais acheté à l'époque parce que Lemon June en avait parlé. Alors ça date un peu, je l'ai toujours pas lu, mais ça a l'air vraiment super bien. Ça parle d'une fille et de son père, et je crois que son père est gay, et ils font partie d'une communauté gay qui est militante, et voilà, mais c'est une histoire vraie, je pense. Je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais en tout cas ça parle de ça, donc une relation père-fille, et ça va parler de militantisme LGBT, de ce que je vois du résumé, donc, et puis de ce que je vois du titre aussi. Donc ça a l'air vraiment super bien, j'ai très envie de le lire. Là on a En rade de Huysmans, par contre dans une version pourrite. Oh purée, j'ai un marque-page. Oh, je retrouve un marque-page en direct, c'est Van Gogh. Purée. Mais en plus ce livre, je pense que je vais m'en séparer, parce que comme je vous disais dans ma première partie, les livres un peu pourris comme ça, là j'aime pas trop pour ma santé avoir des livres comme ça qui traînent chez moi, donc je pense que celui-là je vais m'en débarrasser. Et je me sens que je l'avais, d'ailleurs avec le marque-page, je l'avais commencé, je l'ai jamais terminé. Je crois que ça en plus c'était pas si mal, mais voilà, c'était pas non plus passionnant. Si on a, et quelquefois j'ai comme une grande idée, de Ken Kesey, que j'ai carrément acheté parce que il était dans un magasin d'occasion à genre 2 €, alors qu'il est neuf, hein. Clairement je suis même pas sûre qu'il ait été ouvert. Deuxième raison de pourquoi je l'ai acheté, c'est les éditions Monsieur Toussaint Louverture, que j'aime énormément, j'adore ce qu'ils font. C'est eux d'ailleurs qui publient en ce moment Anne of Green Gables, donc voilà, c'est des gens bien. Et troisième raison de pourquoi je l'ai acheté, le résumé me donnait envie. Je crois que ça parle aussi de opposition nature-culture, donc ouais. Alors que la grève installée à Wakanda étrangle cette petite ville, un clan de bûcherons brave l'autorité du syndicat, l'indicte populaire et la violence d'une nature à la beauté sans limite. Ah, ça parle un peu
ça parle de révolte et tout dans un contexte avec de la nature et tout. Ouais, ça me donne envie. Par contre, Bricasse, il fait... Ah, mais purée, mais il fait 900 pages en fait le truc. Quand c'est que je vais le lire? Et j'ai pas le temps moi de lire un bouquin de 900 pages comme ça là. Je vais mettre 3 mois à le lire. Bon, super. Mais je le garde en tout cas. Après, j'ai Agnès Gray d'Anne Brontë. J'ai toujours pas lu Anne Brontë alors que j'ai lu Charlotte, j'ai lu Émilie Brontë qui est mon idole, mais je n'ai toujours pas lu Anne Brontë et ce qu'elle fait, ça me donne très très envie. Donc là j'ai Agnès Gray en français dans une édition super belle. En plus c'est rose et j'adore le rose, donc voilà. J'ai très envie de le lire, surtout qu'on parle beaucoup des textes d'Anne Brontë comme un peu voilà, des textes un peu féministes avant l'heure, donc ça me donne très très envie. Je sais pas quand c'est que je vais le lire. Je l'avais commencé je crois une fois et j'avais pas poursuivi parce que je crois que j'étais pas à fond dedans. Là on a Brooklyn de Colm Toybin. J'ai acheté ce livre dans un Easy Cash à 3 €, c'est écrit là. J'ai acheté le livre parce que j'ai vu le film Brooklyn du même nom avec Saoirse Ronan et Domhnall Gleeson qui font partie de mes acteurs préférés. Donc et le film n'était pas incroyable mais j'avais quand même beaucoup aimé et ça me donnait envie de lire le livre. Donc du coup voilà, quand je l'avais vu en occasion pas cher, du coup je l'avais acheté et j'ai envie de le garder. Et je pense que c'est un livre qui est bien pour lire en été. Ça se passe dans les années 50 et ça parle d'une fille qui est irlandaise et qui va s'émanciper et partir aux États-Unis pour vivre sa meilleure vie aux États-Unis. Et ouais, pour moi c'est un livre plutôt à lire en été. Donc pourquoi pas cet été? L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui est dans ma palle depuis 110 ans. J'ai trop envie de lire cette saga depuis très longtemps. Et je m'y lance pas parce que, je sais pas, je trouve pas l'occasion, je trouve pas le moment où je me dis allez là je m'y mets. Et pourtant quand je vois de quoi ça parle, c'est exactement le genre de livre qui pourrait me plaire. Et ça, voilà, ça parle de deux amies et il y en a une qui est il y en a une qui est pauvre et une autre qui est... Ah non, en fait je pensais qu'il y en avait une qui était riche et une qui était pauvre, mais en fait non, elles sont toutes les deux dans un quartier pauvre. Mais par contre il y en a une qui abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonniers de son père, alors qu'une autre ira au collège et au lycée. Donc du coup il y a un fossé social qui se crée entre ces deux amis. Et c'est exactement le genre de sujet qui me plaît. Donc je sais pas ce que je fous, mais je pense que je vais pas tarder à m'y mettre. Et j'ai une amie aussi qui me l'avait fortement conseillé, donc il faut vraiment que je m'y mette. Là on a The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, donc c'est l'attrape-cœur en français. Et ce livre... Est-ce qu'il y a mon marque-page? Ah non, je l'ai enlevé. Ah, il est là d'ailleurs. Ce livre, je l'avais commencé en 2018. J'avais lu la moitié, pile poil la moitié. Et je l'ai pas continué alors que je l'aimais beaucoup. Pareil, je sais pas ce que je fous, mais aussi, problème, c'est écrit super petit. Donc, est-ce que je le rachèterais pas dans une autre version? Parce qu'en plus, c'est pas si difficile que ça à lire, je trouve. Mais l'écriture petite, moi, j'avais trop du mal. Donc je pense que je vais le garder en attendant. Alors on a Ensemble c'est tout d'Anna Cavalta. C'est un livre que j'aimais énormément et je voulais écrire un peu un truc comme ça. Maintenant c'est moins mon style, mais c'est quand même un livre que j'aime beaucoup. Donc en tout cas le souvenir que j'ai est très bien. Donc voilà, j'aime bien ce livre et j'ai quand même envie de le garder. Après on a Chanson douce de Leila Slimani que j'ai toujours pas lu. Je pense que vous connaissez ce livre aussi, il a pas mal fait parler de lui au moment où il est sorti. Surtout que Leila Slimani a remporté le prix Goncourt pour ce livre en 2016 je crois. Je crois que c'était l'année où Gaël Faye a été prix Goncourt des lycéens. Elle était prix Goncourt. Ah non, c'est peut-être en 2014. Bon, je sais plus du tout, mais elle a été prix Goncourt à un moment donné. Et donc ce livre est très connu pour sa première phrase, qui est « Le bébé est mort ». Voilà, super. Du coup, ça parle d'une relation entre une nourrice et les enfants qu'elle garde et les parents, qui est une relation un peu destructrice. Voilà, et on va voir comment on en arrive à un extrême. Voilà, comment et pourquoi cette nourrice est arrivée au point de tuer. Voilà, de toute façon c'est la première phrase du livre. Je sais que quand je l'ai acheté j'avais très envie de le lire. Maintenant je suis moins dans le mood, surtout que ça a l'air très très négatif, donc puis voilà, c'est pas la joie, donc là je suis moins dans le mood de le lire, mais j'ai quand même envie de le garder parce que je pense qu'un jour je le lirai, parce que c'est quand même un livre qui m'intrigue depuis plusieurs temps, donc je vais le garder quand même. Après, j'ai L'amour est une île de Claudie Gallet. Alors je l'avais acheté en occasion parce qu'à une période, j'avais envie de lire des livres tout simples, avec juste voilà, des histoires de vie, des histoires d'amitié, des histoires d'amour. Et Claudie Gallet, c'est totalement ça ce qu'elle écrit. Et là, ça parle d'une actrice, c'est pendant le festival d'Avignon, et elle va retrouver un homme qu'elle a aimé il y a 10 ans. Et voilà, moi à ce moment-là, c'était le genre de livre que je voulais lire.
je l'ai pas lu. Là maintenant je suis moins dans ce mood pour lire ce genre de livre, mais écoutez ça a l'air quand même pas mal. Et puis si un jour j'ai envie d'un truc tout simple, tout tranquille, tout mignon, je pense que je le lirai, donc je le garde. Là j'ai, oh purée, je l'avais zappé lui aussi, Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer. Et ce livre, je l'ai lu. Incroyable, j'ai lu des livres de ma bibliothèque. Je l'ai lu, je sais plus quand, il y a plusieurs années. Je crois que c'est ma première année de fac, donc j'avais 18 ans. Dans ce livre, on suit Oscar, qui est un petit garçon de 9 ans. Et en fait, son père est mort pendant les attentats du 11 septembre. Et Oscar, il est persuadé que son père lui a laissé quelque chose qui permettrait de justifier, d'expliquer le fait qu'il soit mort si vite. Et on va suivre ce petit garçon, voilà, sa vie, ses rencontres et voilà, et va y avoir tout un discours autour du deuil de l'enfant. Et alors pareil, voilà, je l'ai lu, j'avais 18 ans. Peut-être que là, si je le relisais, voilà. Mais quand je l'ai lu, j'avais énormément aimé, ça m'avait beaucoup touchée. Je l'avais trouvé vraiment bien. Je crois qu'il y a un film de ce livre. Oui, il y en a un, mais je l'ai pas vu le film. Mais en tout cas, je me souviens du livre. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Là, j'ai Boris Vian. Ah oui, c'est ma maman qui me l'avait donné. C'est un livre qui regroupe 2 livres de Boris Vian, donc L'écume des jours et L'automne à Pékin. J'ai pas lu L'automne à Pékin. En fait, Boris Vian, j'ai énormément aimé L'écume des jours. Je vous en ai parlé dans ma première partie de rangement de bibliothèque. Je vous ai parlé de L'écume des jours et c'est vraiment un de mes livres. Enfin, en tout cas, ça fait partie des livres qui ont le plus marqué ma vie. Par contre, après, j'avais lu L'arrache-cœur de Boris Vian et j'avais beaucoup moins aimé. Donc, je me dis que peut-être son écriture a fonctionné avec moi que dans L'écume des jours. Parce que c'est vrai qu'il a une écriture assez spéciale. Donc, voilà, on rentre dedans, on rentre pas dedans. Mais bon, pourquoi pas tenter L'automne à Pékin. En tout cas, je gardais le livre parce qu'en plus, c'est ma maman qui me l'a donné. Nadja d'André Breton, qui a été un de mes livres préférés pendant très longtemps. Alors que André Breton est horrible. Enfin, excusez-moi, mais André Breton, il se sert de cette femme pour écrire son livre. Il a vu cette femme, donc Nadja, et il s'est dit « Oh, ça va faire une super matière pour mon livre ». Et du coup, il l'a côtoyée juste pour ça. Et une fois qu'il a écrit son livre, il s'est débarrassé d'elle. Et elle lui a écrit des lettres et tout, parce qu'après, elle a été internée. Elle lui a écrit des lettres et tout, et lui, il l'a totalement ignorée. Et par contre, après, à la fin de son livre, il fait quand même un chapitre sur les hôpitaux psychiatriques, mais il lui donne 0 nouvelle. Enfin, vraiment, il s'est servi d'elle. C'est ignoble. Mais il écrit bien, ce con. C'est triste à dire, mais il écrit bien. Après, on a Demian Dermanesse. C'est pas Egon Schiele qui a fait la couverture? Oh oui! Ah mais non, c'est mon peintre préféré, Egon Schiele. De toute façon, son style, j'allais dire vous voyez comment je le reconnais, mais le style d'Egon Schiele est très reconnaissable. Donc oui, c'est lui. Mais je crois que j'ai acheté le bouquin avant même de connaître Egon Schiele, donc c'est quand même pas mal. J'ai très envie de lire ce livre, il me donne envie, mais il est un peu pourri. Et... ah ouais, il pue. Ouais, bah je crois que je vais m'en débarrasser. Mais j'ai envie de le lire et j'aime bien la couverture, vu que c'est Egon Schiele. Donc écoutez, je vais m'en débarrasser. Mais je vais peut-être me le racheter. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas le livre qui me donne le plus envie. Même si ça a l'air pas mal. Donc je pense que je vais quand même m'en débarrasser. Mais bon. Après, on a Alcool de Guillaume Apollinaire. Apollinaire, c'est mon poète préféré. C'est... voilà, son poème Dans l'abri caverne, c'est mon poème préféré de toute la vie. Ah bah d'ailleurs, je crois que... parce qu'en fait, là du coup c'est Alcool. Et je crois que j'ai écrit Dans l'abri caverne sur un papier, que ce soit dans mon recueil, ouais. C'est moi quand j'avais quel âge quand j'ai écrit ça? Je pense que j'étais au lycée. J'ai écrit un poème d'Apollinaire sur une feuille. Parce que du coup, Dans l'abri caverne, il est dans un autre recueil d'Apollinaire. Donc du coup, je voulais avoir ce poème dans mon seul recueil d'Apollinaire que j'ai. C'est quand même mignon, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, Apollinaire, c'est mon poète préféré. Donc j'ai son recueil. Après, voilà, l'édition est pas incroyable, mais je crois que ça devait coûter genre 2 €, donc je l'avais acheté. Oh, La nuit des temps de Barjavel. Oh purée, ça date ça. Alors là, c'est une édition absolument défoncée. Et là, je crois qu'il y a écrit... oui, bon, il y a mon nom de famille, tant pis. Regardez, c'est du stylo plume. Solène, 4e B. Voilà, donc j'avais ce livre en 4e, donc j'avais 13 ans. Donc ça fait 11 ans que j'ai ce livre. Je l'avais trop aimé à l'époque. Et j'aime trop les thématiques de ce livre. Après, je sais qu'il y a des gens qui l'ont relu et qui m'ont dit que c'était un peu misogyne. Donc voilà, moi ça fait... je l'ai lu, j'avais 13 ans, donc bon voilà, je pense que je me suis pas trop rendu compte des passages misogynes. Mais j'aime beaucoup ce livre. Enfin, je sais pas, quand j'y pense, je me dis que je l'aime beaucoup. Après, il faudrait que je le relise, un peu comme beaucoup d'autres livres. Voilà, les goûts changent, et puis on se rend compte de plus de choses en grandissant. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais énormément aimé ce livre.
Ah, on arrive aux deux derniers. Le Red Z Show. Bac 2014 représente. Cette pièce est juste trop bien. Je me souviens, j'avais trop aimé. J'étais trop à fond. Et j'avais prié pour tomber dessus au bac. Et on l'a eu. Après, j'avais pas eu une note incroyable. Je crois que j'avais eu 12. Mais les sujets étaient compliqués. Hein. Franchement, à chaque fois au bac de littérature, ils font des sujets. T'es là, genre, mais t'aurais pas pu trouver plus compliqué. Enfin, bref. Et enfin, le dernier livre de cette bibliothèque. L'étranger d'Albert Camus, que je n'ai pas lu. Voilà, alors que j'ai très envie de le lire. Et... ah, mais il est pourri. Oh, il a des taches. Ouais, bah écoutez, je crois que je vais le récupérer dans une autre édition parce que j'ai très envie de le lire depuis le temps que je demande à le lire. Je ne l'ai pas lu, mais ouais, je crois que je vais prendre une autre édition. Ça y est, on a terminé de vider les livres de ma bibliothèque. Donc au final, j'en donne combien? Donc de ma première partie de vidéo, j'en ai donné 2. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en tout, je donne 8 livres. C'est quand même pas mal. Et là, j'ai même pas terminé. Il me reste ce coin, un coin là où j'ai un peu des livres où il n'y avait pas cette place ici. Du coup, j'ai mis un peu des livres en bazar là. Et j'ai ma pile à lire. Mais là, je crois que la vidéo dure assez longtemps. Donc, je sais pas trop si je fais une partie 3 sur ma pile à lire plus les livres là-bas. Mais en même temps, je sais pas si ce serait super intéressant parce que voilà, c'est un peu des livres en bazar là-bas. Donc, je pense que je vais faire ça off caméra. J'espère que ces vidéos rangement de bibliothèque et voilà, unhaul et bookshelf tour à la fois, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Moi, ça m'a fait très plaisir de... et un peu bizarre là, ça me fait un peu bizarre là de voir tout vide, mais ça me fait plaisir quand même de retrouver des livres et d'en parler comme ça avec vous. Ça m'a fait plaisir, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et de toute manière, je vais vlogger mon déménagement, donc voilà, vous verrez un peu comment les choses se passent. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye!